Hello à toutes et à tous. Je suis Arthur Plantard et je suis ravi de vous présenter cet épisode du Petit Explorer. Pour rappel, à toutes les personnes qui nous rejoignent, le Petit Explorer, ce sont des podcasts tournés autour des jeunes diplômés. Ils y parlent de leur métier de façon concrète, le but étant d'aller au-delà de toutes les fiches d'emploi en ligne sur tous les sites qui nous racontent à peu près la même chose. Ils nous partagent également leurs vrais types de recrutement qui ont pu faire la différence lors de leur recherche d'emploi, mais aussi d'alternance ou de quand ils étaient en stage. Aujourd'hui, je suis particulièrement ravi de vous présenter Lorraine. Lorraine, c'est un peu la marraine d'école que tout le monde rêvait d'avoir. Pleine de peps, toujours avec beaucoup d'idées, un grand sourire et surtout la volonté d'aider les autres. Je l'ai rencontrée à Rennes School of Business, en école de commerce, où elle était dans une des promotions supérieures. Et quand je fouille dans mes souvenirs, je la vois toujours en train de prendre du temps pour les autres. Que ce soit pour expliquer les bases de la recherche de stage, que ce soit pour expliquer une matière particulièrement compliquée, ou plus tard sa spécialisation aux étudiants intéressés. Lorraine était toujours là avec son grand sourire et une envie sincère de faire avancer les gens. Avec elle, on va parler d'un sujet encore peu abordé dans cette série de podcasts, malgré son importance. Elle est en effet acheteuse chez Bouygues Construction en Australie. On aura l'occasion d'évoquer l'évolution fulgurante de ce métier ces dernières années, de parler de LinkedIn, de son algorithme et des mots-clés qu'il faut placer dans sa bio, d'aborder l'art de garder du contact, de créer des liens avec ses collègues, ce qui peut être assez compliqué quand on est en stage ou en alternance. Et on aura aussi l'occasion de donner tout un tas d'exemples très précis sur comment faire pour que les gens aient envie de vous aider. Je n'en dis pas plus, je vous laisse l'écouter et on se retrouve comme d'habitude juste après. Bonne écoute. Salut Lorraine. Salut Arthur. Bah écoute, merci beaucoup de m'accorder ce temps d'interview pour le Petit Explorer. Tu es en Australie, il est quelle heure? Il est 20h passé. D'accord, bon, mais il est 11 heures en France. En fait, on pourrait presque dire que ça va. Ouais, ça passe. Bah, du coup, Lorraine, est-ce que tu peux te présenter peut-être en une minute, nous dire d'où est-ce que tu viens et qu'est-ce que tu fais rapidement? Ok. Alors, j'ai vécu 11 ans à Annecy, 11 ans à Dijon, donc je suis une Haute-Savoyarde bourguignonne. J'ai fait mes études à Rennes Business School où on s'est rencontrés. Et ensuite, par diverses expériences, échanges universitaires et stages, j'ai vécu un petit peu en Russie et à Paris. Et maintenant, je travaille en Australie pour Bouygues Construction dans les achats. Bah, écoute, c'est très complet, c'est très international comme parcours. C'est ce que je souhaitais. Il y a quelque chose qui t'a marqué un petit peu plus, enfin, ça vient d'où cette envie d'expatriation, de vouloir tout le temps bouger, que ce soit en Russie ou en Mais je me dis Australie? simplement que la vie est courte et qu'il faut pas avoir de regrets. Et je me dis que moi, je serais heureuse en ayant une vie bien remplie, en ayant rencontré voilà des personnes de plein de cultures différentes, en ayant vraiment entre guillemets essayé d'avoir appréhendé le monde et de voir un petit peu le monde à travers les yeux de personnes que j'ai rencontrées. Et c'est pour ça que j'essaie de remplir ma vie par des expériences à l'international, d'être pas mal avec des étrangers. Et du coup, j'ai toujours fait en sorte que tous mes stages ou même mes études, Rennes, c'était une école très internationale, les cours étaient en anglais, on était mélangés avec beaucoup de cultures, des Indiens, des Chinois, vraiment de tout, de gens de partout dans le monde. Et j'ai toujours fait en sorte que mes stages, mes alternances et que mes expériences professionnelles soient dans ce sens. Ça se voit, hein, ça se ressent dans ton parcours, hein, c'est dingue. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a un peu marqué plus que d'autres, plus qu'autre chose, que ça soit à l'ESC ou quand tu étais en prépa, quelque chose qui t'est dit, genre, c'est pour ça que je veux faire une école de commerce, c'est pour ça que je veux travailler à l'étranger, c'est pour ça que je veux travailler dans les achats. Non, pour être honnête, les achats, c'est venu tard. Je pense que j'ai découvert le métier il y a seulement 4-5 ans, justement, quand j'étais en école, en discutant avec un ami. Je pense que ce qui m'a marqué dans mon parcours, c'est plus la prépa en soi. Mais c'est pas spécialement, mon but, c'était pas forcément de faire une école de commerce. Et franchement, ouais, la prépa, je pense, ça a été les 2 années les plus difficiles de ma vie étudiante et je pense professionnelle à vie. Ça pourra pas être plus dur que ce que ça a été, même psychologiquement et physiquement. Mais j'en garde un souvenir très vif et très, voilà, c'était vraiment passionnant. J'ai appris énormément en termes de culture générale et pareil, j'ai rencontré des personnes fabuleuses
Et je pense que j'ai jamais autant appris et tu développes plein de compétences en peu de temps qui me sont utiles aujourd'hui, comme la rapidité d'analyse, de lecture, d'apprentissage, d'adaptation. Donc je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué dans mon parcours étudiant. Scolaire, d'accord, oui, je comprends. Ouais, Tu parlais des achats comme quoi c'était venu un peu plus tard. En même temps, c'est quelque chose d'assez nouveau en fait, même dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde ouais, un peu business, c'est quelque ouais, chose tout à fait. d'un peu nouveau, Bah, non? les achats, ça a toujours existé au sens qu'on a toujours dû acheter les matières premières ou des produits pour les entreprises ou des services. Mais les achats à proprement parler stratégiques, c'est né il y a peut-être, je dirais, peut-être 20 ans. Avant, c'était vraiment acheter et ensuite vendre le produit et l'entreprise se prenait une marge sur le produit. Alors qu'aujourd'hui, au lieu de faire payer le client plus cher, on essaie vraiment de réduire les coûts à la source et d'avoir des meilleures conditions d'achat à la source auprès des fournisseurs pour avoir un produit plus accessible, plus compétitif, gagner des parts de marché. Et voilà, ce n'est pas simplement qu'une histoire de coûts, c'est aussi des meilleures conditions, d'avoir des meilleurs délais, d'avoir des meilleures assurances. Euh, c'est beaucoup plus que simplement taper sur un fournisseur et juste négocier des prix. Ça, c'est venu, cette vocation, c'est venu du coup plus au milieu, fin de tes études, c'est ça? Je dirais que c'est venu en première année, justement, en discutant avec des deuxième années, des troisième années, qui avaient déjà fait leur leur année de césure. Et je me renseignais un peu, tu vois, tu discutes avec des amis, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et j'ai un ami qui m'a parlé des achats. Et ce qui m'a plu, c'est le fait que déjà ce soit très international, parce que tu achètes, en général, si tu es en Europe, tu achètes en Europe. Donc tu parles avec des gens en Allemagne, en Espagne, en Italie. Donc j'ai bien aimé l'aspect international. Ensuite, c'est la diversité des interlocuteurs parce que tu travailles autant avec des fournisseurs qu'avec ce qu'on appelle les clients internes. Donc ça peut être, moi aujourd'hui dans mon parcours, dans mon poste, c'est des ingénieurs. Donc je travaille avec des ingénieurs, avec des managers de projet. Je travaille avec la finance, avec le département design, avec le département environnement. Donc c'est beaucoup de personnes avec des parcours très différents et des cultures très différentes. Et voilà, c'est aussi une diversité de missions. Il y avait beaucoup de choses qui me parlaient, qui me donnaient envie dans les achats. J'hésitais aussi beaucoup avec la logistique. Du coup, j'ai fait un Mhm. stage en achat et un stage en logistique et il s'avère que mon stage en achat s'était vraiment bien passé et je me suis dit que j'allais continuer là-dedans. Mhm. D'accord, ouais, je comprends, c'est super complet en fait. Il y a Ouais, beaucoup c'est d'interactions. ça c'est ça qui me plaît. Et puis le fait de convaincre, j'aime bien voilà parler en public, convaincre. Je pense que si j'avais pas fait une école de commerce, je serais peut-être allée dans le droit. D'accord, ok. Tu serais devenue avocate. Exactement. Et donc, ah, du coup, tu as fait quoi comme diplôme à l'ESRN? Tu as fait le Master of Science, Supply Chain et Ouais, c'est achat, c'est ça. ça? Ouais, achat et supply chain. Ok. Et Et que ensuite, tu as complété après. ouais, c'est ça. Et ensuite, comme ça m'a plu et je trouvais que les achats pouvaient être encore un peu plus approfondis, je savais qu'il y avait un master à Kedge qui était très reconnu par les RH et même c'est le meilleur du monde depuis 25 ans. Il est hyper bien classé. C'est donc le master achats internationaux et innovation de Kedge. Et je l'ai Mhm. fait en alternance à Paris et en alternance chez Kering, qui est le D'accord. numéro 2 mondial du luxe après LVMH. Alors, des fois, on se demande si c'est pas le numéro 3 derrière Richemont quand même. Ouais, c'est vrai. Mais ok, d'accord. Et par exemple, il y a quoi comme. Tu travaillais sur quelle marque par exemple dans Kering? Sur Kering? En fait, comme je travaillais au siège, je travaillais pour toutes les marques. Donc, ça pouvait être autant Gucci, Saint-Laurent, Balenciaga, vraiment, on travaillait pour toutes. Je travaillais dans les achats de transport express. Donc, c'était justement l'acheminement des colis pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Donc, tous les colis qui vont soit aux clients finaux, soit qui vont pour les défilés, Festival de Cannes. Ok, super, super complet là aussi. Et du coup, t'en as retiré des bons enseignements. Je pense que oui, c'était énormément d'analyse Excel, parce que c'est très Ouais. complexe, les achats transport express.
Donc je pense que grâce à ça, j'ai pu vraiment bien développer mes compétences en Excel et c'est utile. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette expérience justement, c'est que je travaillais beaucoup avec des fournisseurs, donc en Angleterre, en Allemagne, en Italie, et j'ai eu l'occasion justement de me déplacer professionnellement pour les rencontrer. Et ça, c'était hyper intéressant de pas seulement rester au bureau, mais aussi de les rencontrer, de voir leur siège et aussi d'aller à la rencontre des marques à Milan, à Londres. Ah oui, non, mais Et, génial. et ouais, et je pense que c'est vraiment, que ça a été vraiment un atout ensuite pour me vendre lors de mes entretiens parce que on m'a laissé beaucoup de responsabilités et d'autonomie et ça s'est bien revendu par la suite. Et du coup, est-ce que tu fais beaucoup de maths, hein? Non, je dirais que Excel le fait pour toi, mais qu'il faut bien connaître les formules. Oui, d'accord. En fait, Ouais, ça s'apprend, en fait. ouais. Et du coup, maintenant, ce que tu fais actuellement, tu es en VIE en Australie, à Sydney. Mais c'est le rêve. Ouais, ouais, c'était pas forcément mon objectif d'aller en Australie. Moi, j'étais ouverte vraiment à n'importe où dans le monde. C'est vraiment le poste qui m'a fait venir. Donc avant, j'étais dans les achats hors production chez Kering et je voulais vraiment me Mhm. rapprocher plus d'achats vraiment projet, terrain, production et être plus proche du cœur de l'entreprise et je trouvais ça plus stratégique et peut-être plus intéressant. Et du coup, je me plais vraiment dans ce que je fais ici. Donc, on construit, basiquement, c'est un tunnel qu'on construit sous Sydney. C'est une joint venture, c'est Bouygues, Samsung et Lendlease. Et donc, ce qui est génial, c'est que du coup, on est des Français, des Coréens et des Australiens. Et on travaille tous ensemble et il y a aussi beaucoup d'autres nationalités. Et ce que j'achète, alors c'est pas hyper sexy, c'est par rapport à Kering, on n'est plus dans le luxe et ça peut être tout et n'importe quoi pour construire le tunnel, donc des matières premières comme du béton, de l'acier, du bois, ça peut être des choses préfabriquées, ça peut être des caméras de surveillance, mais le but c'est vraiment d'être intégré en amont et de travailler avec le design et les ingénieurs pour bien comprendre le besoin et ensuite au lieu juste de demander des prix pour ça au marché, on va justement aller voir les fournisseurs, essayer de challenger le design en disant, bah, aujourd'hui, c'est ce qu'on veut, mais est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire avec un matériau peut-être plus léger, qui sera plus rapide à installer? Parce qu'au final, les fournisseurs, c'est eux qui connaissent, qui sont les spécialistes de leurs produits. Et on essaie de capter l'innovation et ensuite de faire remonter. Et c'est là où on fait les meilleurs gains et les meilleurs savings. C'est en remettant en question le design et en le challengeant et en s'assurant qu'on ne fait pas de la surqualité. Par Mhm. exemple, si tu as juste besoin d'un crayon pour écrire, tu n'as pas besoin d'un stylo 4 couleurs. Donc vraiment Oui, s'assurer bien sûr, ouais. qu'on est au plus proche de nos besoins et c'est là qu'on fait les plus belles négociations. C'est pas justement juste en arrivant à la fin du process et en faisant un ou deux coups de fil et en gagnant genre 5%. C'est pas les meilleurs Non, négos. non, c'est sûr. Du coup, ce que je voudrais comprendre, c'est le tunnel, en l'occurrence, sous Sydney. Là, il est en train d'être construit ou Ouais, c'est un projet et il va se ouais, construire? il est en cours là. On a des machines d'excavation. C'est en cours 24 heures Donc sur vous êtes 24. Mm. d'accord, donc vous êtes vraiment en plein dedans en fait. Ouais, C'est plutôt rassurant d'avoir un projet qui voit le jour comme ça, où tu exactement. aurais été Et c'est associé. ça, c'est pour ça que je voulais aller dans les achats production, c'est qu'à la fin, on voit vraiment la livraison finale, on voit vraiment ce qu'on a fait, ce qu'on a construit. Alors que chez Kering, tout ce qui était transport, je voyais pas forcément les colis transités, je voyais juste les résultats, les reportings, c'était pas tangible. Alors que là, quand je vais sur chantier, quand je vais justement dans le tunnel, je vois ce que j'ai acheté, je vois voilà, les progrès, et c'est ça qui est hyper gratifiant. Ça doit être vraiment gratifiant, pour le coup, je pense que tu emploies pile le bon mot. Qu'est-ce que je voulais te demander? Oui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères en fait dans ton job aujourd'hui chez Bouygues? Est-ce qu'il y a quelque chose, des missions qui reviennent souvent que tu aimes particulièrement? Ce qui me plaît le plus, justement, c'est que les missions se ressemblent pas. À chaque fois, c'est un nouveau produit, à chaque fois, c'est un nouveau marché. Et même pour moi, personnellement, j'apprends beaucoup de choses. Et c'est ça aussi qui a été difficile au début, c'est que c'est des achats très techniques et que je n'ai pas du tout un background. Je suis pas ingénieure, hein. Donc, Mmh. beaucoup de choses étaient vraiment très complexes à comprendre. Maintenant, ça va. Euh,
mais c'est ça que j'aime, c'est que à chaque fois, c'est au fur et à mesure que le tunnel se construit, on achète des choses nouvelles et c'est cette diversité qui fait que je m'ennuie pas. D'accord. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît un petit peu moins dans ce que tu fais en ce moment? S'il y a bien quelque chose que je n'aime pas, c'est justement courir après les gens pour avoir les bonnes informations. Par exemple, pour bien comprendre le besoin, pour avoir un cahier des charges Hmm. précis de ce dont ils ont vraiment besoin. C'est très difficile à avoir. Des fois, j'ai simplement, voilà, 3 lignes, ou, un bout de dessin et il faut que je me débrouille avec et c'est compliqué sans les bonnes, spécifications de tr voilà, de trouver les bons fournisseurs. Donc c'est vraiment la partie, cahier des charges et identification des besoins qui est difficile. Oui, un bout de dessin ne peut pas être appelé un brief, Non, quoi. non, non. D'accord. On va passer sur la deuxième partie la deuxième grande partie de cette interview, qui est plus concentrée sur comment avoir un job. En fait, quelle a été ta stratégie pour trouver ton job? Comment est-ce que tu y es pris comment est-ce que tu t'y es prise pour le trouver? Euh, de tous mes souvenirs, tu as quand même eu des stages et des expériences qui sont quand même extrêmement intéressantes. Comment est-ce que tu fais pour les avoir, Lorraine? Est-ce que tu les Franchement, je cherches en pense q avance? franchement, je pense qu'il y a une grande part de chance et d'être là au bon moment. Mais sinon, en général, ce que j'ai toujours fait, c'est banal ce que je vais dire, mais c'est le réseau. Tu vas parler à tes amis et à tes amis d'amis en disant: «Je cherche un stage, en achat, production, achat projet. Est-ce que tu connais quelqu'un, que ce soit dans ta famille, dans tes amis ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille là-dedans?» Ou par exemple, si tu as vu une offre qui t'intéresse, j'essaie toujours de trouver un contact direct dans l'entreprise ou un contact RH, c'est encore mieux. Parce que quand on a l'email direct, c'est beaucoup plus facile que quand tu postules sur le site internet et c'est un robot qui va recevoir ta demande. Je trouve que ça marche pas du tout. Et à chaque fois que Mmh. j'ai réussi à décrocher des stages, non, et encore, c'est même pas vrai. Non, c'est même pas vrai. À chaque fois, c'était quand j'avais répondu par des offres ou ce qui m'est arrivé pour Kering, c'est le manager qui m'a trouvé sur LinkedIn, d'où l'importance de mettre des mots-clés dans son profil. Donc, dans les achats, ce sera tout ce qui est sourcing, appel d'offres, RFQ, vraiment pour que ça remonte dans les recherches Mmh. justement, quand on cherche. Donc, j'avais jamais vraiment pris conscience du pouvoir de LinkedIn, mais du fait qu'on m'ait trouvé une fois comme ça et j'ai vraiment eu de la chance, j'ai eu une super alternance. Maintenant, je fais vraiment attention à ce que mon LinkedIn soit bien détaillé avec les mots-clés et sinon, comme je te dis, c'est vraiment, heu, activer le réseau. C'est le meilleur moyen. Alors, du coup, ce que tu viens de me dire, c'est que ton manager chez Kering, il t'avait trouvé comme ça dans LinkedIn alors que tu n'avais pas postulé, c'est Ouais, ça? ouais. Et il t'avait envoyé un message comme ça: «Est-ce que tu veux faire une alternance chez nous?» C'est la RH qui m'a contactée. Il en a parlé à la RH et c'est la RH qui m'a contactée. Ah, c'est top! Ouais, ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Par rapport à toutes les personnes qui galèrent. Enfin, c'est un peu compliqué de trouver une alternance, surtout en ce moment. En fait, c'était mon Hem, stage de fin d'études à la base. C'était mon stage de fin d'études ah! et ensuite c'était censé être un CDI et moi, comme j'avais le projet, de faire le MAI, je leur ai demandé si, ils préféraient pas m'avoir en tant qu'alternante et forcément, ça coûte beaucoup moins cher donc pour eux, c'était un oui. Oui, j'avoue, ouais. Non, OK. Et donc si tu dois donner du coup un conseil à un ou à une étudiante qui recherche un stage, une alternance ou un premier job dans le secteur, des achats, pour toi, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que ce serait forcément LinkedIn ou il y a peut-être quelque chose qui vient en priorité? Non, non, pour moi, c'est vraiment le réseau et ne pas hésiter à contacter, même des personnes que tu as perdu un peu de vue, mais sans vraiment perdre de vue parce qu'il y a toujours les réseaux sociaux qui font que tu suis la vie des autres, mais ne pas hésiter à toquer à la porte et à demander, conseil, de l'aide. Voilà, faut pas non plus que ce soit hyper, opportuniste parce que je trouve que, voilà, faut pas abuser non plus, mais quand c'est des personnes avec qui, tu t'es bien entendu ou avec qui ça s'est bien passé, des projets de groupe et cetera, ou que tu sais qu'ils travaillent dans une boîte qui t'intéresse, ne pas hésiter à reprendre contact avec eux, que ce soit par Messenger, LinkedIn et leur poser des questions et savoir s'ils ont un contact ou contact de contact. C'est ce qui Je pense marche que le c'est mieux. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui marche le mieux, mais je pense que toi comme moi, on n'a pas trop de soucis à faire ça, mais je pense que c'est difficile pour la plupart des gens, tu penses pas?
Ouais, ouais. Mais d'où, voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours, je pense, tu vois, être gentil, être souriant dans ton quotidien, parce que le jour où après t'as besoin, les gens sont contents de t'aider, alors que si à l'école tu te comportais, voilà, pas forcément, Mhm. voilà, correctement, ou qu'en classe tu travaillais pas ou que tu te donnais pas à fond dans les projets de groupe, les gens, je pense qu'ils auront pas forcément envie de t'aider. Oui, ça se remarque assez vite, ouais, c'est vrai. Et dans ton travail aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pour toi la qualité, la compétence la plus importante pour bien faire son travail, pour performer? Tu fais quoi et comment? Justement, je reviens à hem, je pense à cette aisance relationnelle et de créer du lien avec les gens, que Mhm, ce soit avec les fournisseurs, c'est important de créer du lien et même avec les clients, ce qu'on appelle les clients internes, les ingénieurs, ne pas simplement s'arrêter à des conversations professionnelles, essayer des fois un petit peu de faire l'effort, de savoir et de s'intéresser à la vie de la personne, de ce qu'ils ont fait le week-end. C'est anodin, mais si on te raconte, ah bah voilà, je suis allée camper dans ce coin-là, s'intéresser et dire ah qu'est-ce que tu as fait, etc. Est-ce que tu as des choses à me recommander? Ça me donne envie d'y aller. Et ensuite, voilà, ça donne une base et ensuite quand tu revois la personne, tu reparles de ça: «Ah du coup j'ai regardé, j'ai fait ci, j'ai fait ça» et essayer de créer du lien et je pense que c'est ça le plus important, c'est de créer du lien, parce qu'après les gens, c'est pareil au boulot, s'ils t'apprécient, ils sont contents de t'aider ou quand tu as des urgences à gérer, et que tu vas toquer à leur porte, ils vont peut-être te faire passer avant, d'autres choses, qui étaient sur leur agenda du jour, heu et globalement, ouais, je dirais cette capacité à aller au-delà des gens, à la vente des gens, heu et capacité d'adaptation aussi. Parce que tous les interlocuteurs sont différents, des personnalités différentes. Comme je disais, tu peux parler à des fournisseurs, à des ingénieurs, à des gens sur chantier ou au top management et savoir s'adapter, dans tout, c'est, je pense, une force aussi, dans les achats. C'est très très drôle parce que moi je m'attendais à ce que tu me dises à ce que tu me donnes des éléments très techniques pour performer dans les achats, qui est un secteur assez technique. Et au final, on se rend compte que c'est quand même très humain en fait. S'il y a beaucoup d'humains et c'est ça qui est vraiment important pour bien faire son travail. Honnêtement, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là, sinon je ferais pas ce que je fais s'il y avait pas d'humain. Mhm. Ça m'intéresserait pas. Après, bien sûr, il faut toujours avoir, voilà, des hard skills, voilà, maîtriser Excel. Je peux te dire, faut avoir, voilà, une force de persuasion. Mais bon, au global, si je dois en citer qu'une, je pense que le plus important, c'est vraiment créer du lien et de s'adapter à tous tes interlocuteurs. Et du coup, donc, qu'est-ce que tu dois faire donc là, je vais te demander qu'est-ce que tu dois faire après qu'est-ce que tu dois faire après ton VIE. Du coup, tu restes en Australie, Oui, j'ai de la chance de pouvoir être embauchée à c'est top, hein. Sydney. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu continues sur le même projet? Pour l'instant, oui. Ensuite, la contrepartie avec les achats, c'est qu'une fois que tous les contrats sont faits, négociés et terminés, le projet suit son cours et j'utilise les contrats qu'on a faits. Mais ensuite, nous, aux achats, on n'a plus besoin d'être là. Du coup, ce serait d'aller sur un autre projet Bouygues. Donc, si Bouygues a d'autres projets à Sydney ou en Australie, ce serait ça, puisque je suis embauchée par Bouygues Construction Australia. Donc, la logique, ce serait de rester Mhm. en Australie. Ensuite, s'ils n'ont pas d'autres projets, ce serait d'aller sur un autre projet dans un autre pays dans le monde. C'est génial, c'est génial. Ouais, ça dépend du pays, hein. Ouais, bien sûr, ouais, oui, bien sûr. Après, je pense que quand tu es en condition d'expat, c'est toujours correct. Oui, à voir. Et puis, voilà, à voir. Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment le poste et les missions. Et ensuite, la destination, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais c'est vrai qu'en Australie, il y a quand même une super qualité de vie. Et j'aimerais Alors, bien rester. quand il n'y a pas les incendies que tu as vécu d'ailleurs, Ouais, 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 c'est vrai que c'était pas facile, hein, mais avec toute la fumée. même à Sydney, ça a été touché. Ouais, 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 c'était difficilement respirable. Si moi je vais au travail en vélo
Et Mhm. avec la fumée, c'était pas possible. Je toussais même avec un masque. Du coup, j'ai dû prendre le train pour pas faire justement d'activité physique. C'était pas possible. Et j'étais à Sydney. Les feux étaient proches, mais ils étaient pas non plus. C'était pas là non plus. Mhm. Ouais. Le ciel était jaune, le soleil était rouge. C'était vraiment apocalyptique. Ouais, on C'est- a tous vu ouais, les photos, mais ça devait être ouais, quelque chose d'être sur place ouais. et de le vivre. Mm. Donc j'ai une dernière question à te poser. C'est quelque chose que je pose à toutes les personnes que j'interviewe dans ce podcast. C'est que si tu as un message à faire passer, ça peut être sur tout ce que tu as dit avant, ça peut être sur n'importe quoi, ça peut être vraiment ce que tu veux dans ce podcast. Qu'est-ce que tu choisis? Écoute, étant donné que c'est un podcast plutôt destiné aux étudiants qui ne savent pas encore quelle voie choisir, je dirais que faut analyser, essayer de savoir quels sont ses points forts et qu'est-ce qui nous intéresse. Comme je disais, moi, c'était vraiment voilà, le côté international qui m'intéressait, diversité des interlocuteurs, de rencontrer du monde, parce que dans ma vie, c'est ce que je disais, j'ai vraiment envie de quitter ce monde sans aucun regret, et en essayant d'avoir fait le plus de rencontres possibles et d'avoir vu plein de choses. Donc, je me suis dit quel est le meilleur moyen, et je me suis dit que les achats, c'était plein d'interlocuteurs différents, que c'était hyper diversifié, et ce serait mon meilleur conseil, mon meilleur message, c'est voilà, essayer d'analyser vos forces et ce que vous aimez, de trouver un métier qui peut correspondre à ce que vous êtes, et pas avoir peur. Et même si on se trompe, c'est pas grave, parce on peut se reconvertir, on peut faire d'autres formations, et il faut pas avoir peur de ses ambitions, faut se lancer, et si ça marche pas, c'est pas non plus un drame, et, euh, et voilà. Bah, c'est un très beau message. C'est un très Bah beau écoute, message. ouais. Merci beaucoup. De rien. Je te remercie encore pour ton temps, Lorraine. Et, Merci euh, Arthur, merci d'avoir pris le temps. et je te souhaite une excellente fin de journée. Merci, toi aussi. Et oui, c'est déjà la fin. Comme beaucoup d'épisodes, celui-là aura été très riche en contenu. Nous en savons maintenant un peu plus sur le métier d'acheteur, qui, pour moi, je vous l'avoue, était encore assez flou jusqu'à il y a peu. Au-delà de ça, on a pu aborder avec Lorraine, en seconde partie d'émission, la thématique du recrutement, avec des exemples très concrets à mettre en application quand vous pouvez, que ce soit sur LinkedIn ou dans le maintien des bonnes relations avec vos anciens managers. Vous aurez aussi vu que si vous êtes encore étudiant, essayez de ne pas négliger vos projets de groupe et de montrer que vous êtes globalement toujours à fond dans ce que vous faites. Cela ne pourra que vous servir. Il nous reste un seul épisode avant de conclure cette saison. Il sera diffusé au cours de la première semaine de mai. Après une année de podcast, l'occasion est beaucoup trop belle pour ne pas se faire un petit bilan. Donc attendez-vous à de l'interactivité et attendez-vous à pouvoir donner votre avis très rapidement. Belle journée et je vous dis à très bientôt. Salut!